Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui, mercredi 23 novembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on en est très très contents, en particulier sur YouTube, nous dépassons les 700 000 abonnés. C'est très très bien, donc vous pouvez nous voir sur YouTube, sur Facebook et merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Sophie de Menton. Bonjour Sophie. Bonjour. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Yves Damécourt, bonjour. Vous êtes viticulteur. Auparavant, vous étiez porte-parole de la ruralité. Vous tenez un blog au fil de l'eau. François Calfon, bonjour. Merci d'être là. Membre du bureau national du PS. Vous avez été député. Et Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour Valérie. Avocat, vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et vous aussi, vous avez un blog qui s'appelle Vue du droit. Beaucoup de sujets ce matin dans l'actualité. Évidemment, cet agent du fisc tué par un homme qu'il allait inspecter. L'explosion de violence dans la société. On en parle ce matin. LR, on n'a pas eu le temps de l'évoquer hier, mais on sent qu'il y a un tout sauf Rotaillot qui est en train de se mettre en place. Et que va-t-il se passer pour les Républicains? Et puis l'IVG, faut-il inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution? Tous ces sujets avec vous. On commence comme d'habitude avec notre tour de table. Yves, c'est l'actualité. Oui, un coup de gueule. Je viens de recevoir la lettre qu'on annonçait dans les médias, la lettre de EDF, qui m'annonce une multiplication par 4 des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier. Sur notre exploitation viticole, on a à peu près 12 000 euros par an de dépenses électriques, notamment pendant les vendanges, parce qu'on utilise le froid pour les vinifications, puis ensuite le chaud pour les fermentations malolactiques. Et donc notre facture, si j'en crois mes calculs, passerait de 12 000 à 42 000 euros, ce qui est juste énorme. Et donc je ne comprends pas ça. Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a écrit une lettre ouverte au président de la République en disant mais qu'est-ce qu'on attend pour sortir du système d'indexation de l'électricité sur le prix du gaz, ce qui n'a aucun sens. D'autres appellent à ce qu'on sorte du système de l'Arenh, qui oblige EDF à vendre 25% de l'énergie qu'elle produit à prix coûtant à ses concurrents, et tout ça au détriment de ses propres clients. Enfin, tout ça n'a aucun sens, et pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale, elle, débat de la corrida. Est-ce que ce monde est sérieux ? Je suis à 200% d'accord avec vous. Et les PME, il y a des entreprises et les petites industries qui vont disparaître. Il y a une inconscience dans les solutions qui pourraient être mises en place. Il y a un refus de voir ça, que je ne comprends pas. Alors, l'Assemblée nationale, que le débat de la corrida ou d'autres choses, ça revient à peu près au même. Parce que de toute façon, quoi qu'on décide, ça se passe 2 ans après. Et je suis d'accord et je suis terriblement inquiète. En plus, on a fait attention aux particuliers parce qu'on a peur de la rue, mais on ne fait pas du tout attention aux PME sur le plan de l'énergie. Mon libraire, je dis mon libraire parce que c'est le mien. Gérard Collard, que vous connaissez bien, lui, sa facture d'électricité pour sa librairie va passer de 9 000 euros à 36 000 euros. Ben voilà. On est dans les mêmes propos. La librairie, c'est moins grave. Sous couvert de nationalisation d'EDF, il y a encore le démantèlement des filières avec une partie profitable, entre guillemets, des nouvelles énergies, même si on n'est pas performant, et une partie sur le nucléaire, qui est maintenant une sorte de boulet. Alors que le nucléaire, il permettait d'avoir 78% de notre énergie en 2015, c'est les derniers chiffres, finalement totalement décarbonés. Et aujourd'hui, nous importons, je crois, pendant environ 60 jours par an, du gaz de l'Allemagne. Alors quand on voit que les Allemands, avec une forme de bras d'honneur, ils ont décidé d'un plan d'investissement de 100 milliards d'euros qui s'assimile à une distorsion de concurrence, on se dit, et je ne vais pas reprendre les termes que vous disiez, qu'on est bien les cocus du village européen à continuer à avoir des tarifs européens solidaires sur l'énergie, alors que nous avions un avantage compétitif majeur. Vous oubliez quelque chose, c'est que toute l'Assemblée avait voté contre le nucléaire. La France entière était contre le nucléaire. Moi, j'ai toujours été pour, Oui, non, mais individuellement, on va tous dire ici qu'on était pour. J'étais avec Arnaud Montebourg. Non, mais je vous crois. Gueulé en son temps, quand M. Macron a vendu les turbines à General Electric. Je vous crois. Il a fait rattacher et racheter 5 fois plus cher. À l'époque, c'est vrai que Rothschild était en deal avec General Electric avec Alstom. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Non, mais la réalité, c'est que la France ne voulait plus de nucléaire. Quand
l'Assemblée nationale vote contre, même si vous avez raison ici, j'ai raison, on peut rien faire. On peut rien et faire. je rappelle que la loi qui prévoit le démantèlement de 14 réacteurs nucléaires est toujours en vigueur. Oui, elle n'a pas été annulée. Et que le projet Astrid, qui prévoyait le nucléaire de 4e génération, qui nous permettait à la fois de consommer nos déchets nucléaires et de nous donner une souveraineté pour quelques milliers d'années avec de nouvelles technologies, a été arrêté. Bon, mais heureusement, on reconstruit. On s'est aperçu en catastrophe qu'il fallait le faire. Donc, comme on est beaucoup dans les coups de gueule, on ne parlera pas de coups de cœur, mais tout le monde a fini par comprendre que c'était une énergie décarbonée qui nous permettait une certaine indépendance nationale. J'ose un gros mot, souveraineté. Régis, un mot sur ce... Alors, moi oh là là, j'entends toutes ces mauvaises nouvelles. Je vais donner 2 bonnes nouvelles. Monsieur Macron est venu nous dire qu'il allait envoyer 100 millions d'euros à la Moldavie parce qu'ils n'ont pas chaud, puisqu'ils n'ont pas assez de gaz, et 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour sa transition énergétique. Et 250 millions à la Tunisie aussi. Voilà, mais bien sûr, c'est formidable. Donc allons-y, ne nous gênons pas. Enfin, je veux dire, cet homme a un goût pour la provocation qui est assez pathologique au bout d'un moment. C'est extraordinaire. Il doit avoir des raisons quand même. Non mais franchement, il doit y avoir des vraies raisons de fond, parce que, je veux dire, il va effectivement pas se donner une image comme ça. Non, Sophie, hier, il y avait une manifestation qui était un peu minuscule sur les moyens de la justice. Je suis bien placé pour savoir que c'est une catastrophe sans nom. Et on avait, je ne sais plus sur quelle radio ou chaîne d'info, le patron des Restos du Cœur qui venait dire que le nombre de bébés depuis 6 mois avait augmenté de 110 000 bébés fréquentent les Restos du Cœur. Enfin, écoutez, c'est invraisemblable. Oui. Un auditeur, Stéphane, me parle effectivement du mouvement No Pay, c'est-à-dire les gens qui refusent de payer leur facture d'électricité. Donc je ne sais pas si ce mouvement peut prendre de l'ampleur ou pas. Moi, je connais des gens qui m'ont dit dans des petits villages, moi, je ne peux pas payer. Alors d'abord, on peut couper l'électricité quand même. Oui. Deuxièmement, vous serez rattrapé. Vous savez très bien qu'on sera rattrapé. Et je ne crois pas que ce soit une solution. Sauf si c'est un mouvement d'ampleur. On a envie de dire ça, mais non. C'est comme les impôts, sur Paris. Le nombre de gens qui voudraient pas, qui voudraient pas payer les 50% supplémentaires. Il y aurait un mouvement peut-être aussi à initier. Non, mais alors, juste sur la question de l'énergie, je pense qu'il y a d'abord la précarité énergétique, mais soyons justes, il y a quand même un bouclier énergétique qui est mis en place par le gouvernement. Par contre, il y a une autoroute à la délocalisation, parce qu'on n'en parle pas. Oui. Pour les entreprises, vous en parliez à l'instant. Quand on est, parce que on dit toujours, ah oui, mais Monsieur Macron, certes, il s'intéresse pas aux Français, certes, voilà, il est un petit peu suffisant, mais c'est quand même un homme issu de l'économie, il gère bien l'économie. Mais que nenni, 150 milliards de déficit du commerce extérieur. Non, mais il est rien du tout, il est incompétent, pardon de le dire. Absolument. 150 milliards du déficit extérieur. On était à 90 milliards il y a un an. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu un tel affaissement économique de la France. Je le dis, je le prends un peu à droite, si j'ose dire, en tout cas du côté de l'entreprise. Et vous verrez les conséquences dans un an de ce qui se passe, c'est-à-dire une agression. On peut dire qu'on rabote les impôts de production au détriment des collectivités locales, mais de l'autre côté, il y a une agression énergétique des entreprises et qui laissera, notamment dans le domaine industriel, pas dans les services, bien sûr. Des gens au tapis. Une bonne nouvelle. Et les Américains se frottent les mains, parce que, y compris en Allemagne, en France, la délocalisation vers les États-Unis, qui ouvrent les bras bien sûr et qui, eux, n'ont pas de problème grave en matière d'énergie, effectivement, attire les entreprises, ce que je comprends. Les chiffres qu'on nous annonce là, mais c'est colossal. Vous avez vu, conséquence en Grande-Bretagne, il y a des dizaines de milliers de pubs qui ferment pour cet hiver. C'est-à-dire que les Anglais n'auront plus de pub jusqu'au printemps parce que ce sera trop cher à chauffer. Voilà. Il n'y a pas de ça en Angleterre. Parce qu'il y a eu un sondage ce matin, ça pourrait être d'ailleurs, j'en avais un qui était un coup de cœur ou un coup de gueule, c'est selon, mais ils se sont aperçus à leurs dépens du caractère totalement grave du Brexit. C'est-à-dire qu'ils ont voulu dire on contrôlera l'immigration, on aura une monnaie, on pourra faire des dévaluations compétitives. À l'arrivée, l'absence d'une bonne solidarité européenne pèse
sur l'économie britannique. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, une large majorité de Britanniques refuserait le Brexit. Allez, on va marquer une petite pause, 9h12 sur Sud Radio, et on se retrouvera avec une bonne nouvelle avec vous, François Calfon, quand même, ce matin. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, et j'aurais dû commencer par vous, François Calfon, évidemment, puisque l'actualité de ce matin, vous aurez la parole, Sophie, dans un instant, c'est la victoire de la France. Ça, c'est le coup de cœur, mais évidemment. Et évidemment, la cohésion d'un groupe. Parce que finalement, qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire-là? Ça nous raconte que, bon, là, c'est par la nécessité. Vous faites monter les jeunes, et ben, c'est pas mal, ce petit renouvellement. Il n'y a pas de rente. Il n'y a pas de rente de compétences. Hein, ça, c'est un peu le discours du premier macronisme, si j'ose dire. Et dans l'absence de rente de compétences, je voudrais m'attarder une seconde sur la victoire de l'Arabie Saoudite. J'ai vu 2 buts absolument extraordinaires contre la rente absolue, d'une certaine manière, qui est celle de l'Argentine, considérée comme le pays du foot. Donc voilà. Et je trouve que c'est aussi une bonne manière de réhabiliter, oui, je le dis, à contre-courant, tous ces gens de la péninsule arabique qui ont été quand même très, très, très stigmatisés. À l'arrivée dans le jeu, il y a des footballeurs, ils sont 11 contre 11, c'est assez égalitaire. Et c'est le petit poussé saoudien qui a battu l'Argentine. Voilà. Ouais. Bah oui, donc. Moi, j'ai pas de commentaire. J'apprends qu'il y avait une rente dans le foot, donc ça m'intéresse. Le foot, Vous comprenez rien. Rien. Ouais, je comprends. Non, bah oui, mais ça me trouble énormément parce que je comprends quelquefois des choses assez compliquées. Et là, je pose des questions, je regarde indéfiniment. Enfin bref, vous êtes content? Je m'en fiche complètement. Moi, je suis content du match de la France hier soir. Je trouve que tout le monde disait « Oh, mais sans Benzema, on n'y arrivera pas ». Et puis finalement, on y arrive. Et donc, c'est bien, quoi. Il y a un collectif. Moi, on peut pas être triste d'une victoire. Un carton énormissime, 12 millions de téléspectateurs hier sur TF1. C'est un score phénoménal. Et d'ailleurs, je trouve ça inquiétant. Excusez-moi, vous êtes tous très contents. Je trouve ça très inquiétant. C'est quand même, quand on regarde, assez abrutissant. C'est un sport. Pardonnez-moi, je suis contre tout le monde. La France a gagné, on est content. Quand la France gagne, je suis contente. Ouais. Je veux dire, c'est un sport abrutissant où on regarde des gens échanger des ballons. Non, mais c'est incompréhensible, c'est pas intéressant. C'est un sport qui génère de la violence. Pardonnez-moi, vraiment, le foot, j'ai beaucoup de mal à admirer. C'est un ballon en cuir, je dis ça. C'est un sport universel. Voilà, alors, Georges Borges disait le foot est universel parce que la bêtise est universelle. Oui. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis d'accord avec Pasolini, avec Albert Camus, avec Michéa, etc., le philosophe. Hein. J'adore le foot. Ouais. Alors là, rappelez-vous, Valérie, on avait pris des pincettes sur la Coupe du Monde au Qatar. Oui, et puis Sophie, c'est une religion mondiale. Moi, oui, c'est vrai, mais on peut pas être avec la religion mondiale. Où les gens communient, etc. et tout. Donc, ils klaxonnent le soir, d'accord, et puis ils se battent. Ils boivent, ils klaxonnent et ils se battent. Bon, Sophie, les beaux quartiers, l'avocat du 17e arrondissement, qui voit les gueux venir applaudir dans les Champs-Élysées, dans les églises, etc. C'est pas digne de vous, ça. Non, mais c'est parce que vous faites des commentaires un petit peu... Je dis ce que je pense, mais il y a des gens. Il y a du mépris de classe. Non, mais pas une seconde. Ben moi, hier soir, j'étais. On a des maris, des pères, j'ai tout ça autour de moi, ils aiment ça, c'est pas un mépris de classe. Il y a même des femmes qui aiment le foot. Pas tous en même temps. Bien sûr que si, rappelez-vous, Valérie, cette journaliste, je ne sais plus laquelle. Oui. Qui présentait le journal et qui disait des milliardaires vont courir après un ballon, etc. Elle exhalait son mépris et il y avait des photos d'elle où on la voyait naturellement sur les tribunes de Roland-Garros. Alors moi je veux bien, j'adore le foot. Alors simplement hier, mauvaise nouvelle, parce qu'on a pris des pincettes, Valérie, avec et justifié les pincettes. À juste titre. À juste titre, tout à fait. Donc j'ai voulu être assez hypocrite finalement, prendre quelques distances, etc. Et malheureusement, j'ai constaté hier devant l'écran que la maladie était profonde et probablement irréversible. J'ai sauté en l'air sur chacun des buts. Oui, ben oui. Oui, alors on peut se dire, on va se pincer le nez, on va boycotter. C'est Véronique qui nous dit, le boycott marche bien effectivement à 12 millions et demi. Tous ceux qui ont dit. Évidemment, d'abord il y a toute la famille. Quand le mec est devant la télé, il y a toute la famille qui se tait et qui va à côté. Il y a des femmes qui aiment le foot. Oui, il y a des femmes. Non mais attendez, c'est mon opinion personnelle. Je ne comprends pas. Non, mais que vous partagez, j'aime bien. C'est mon opinion que je partage. Absolument, je la partage quand même avec quelques autres et j'ai le
droit de le dire parce que maintenant, en plus, vous oubliez, alors là, c'est extraordinaire, on nous a cassé les pieds, à juste titre probablement. Non, mais il a raison, Régis. Tout le monde a dit on se pince le nez, on va pas regarder. Quelle honte. Il y a 12,5 millions de personnes. Donc on s'en fout, il y a 12,5 millions de personnes et pas de femmes, et les femmes voilées, c'est très bien. Et moi, hier soir, j'étais avec David Lisnard, le président des maires de France, et on était avec le congrès des maires de France, une quarantaine d'élus, et on a regardé le match et on a pris beaucoup de plaisir. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, on avait quelques verres de vin, quelques petits fours, et on a fait, voilà. Vous avez pris du plaisir. Mais en quelque sorte, Sophie de Menton nous rappelle un peu le thème de l'extrême gauche dans les années 70. Oh là là. Football, opium du peuple. C'est vrai. Voilà, aussi. Qui nous détourne. Mais il faut un peu d'opium. Et vous voyez que vous aviez un lien avec Karl Marx et tous les bolcheviks. C'était heureux de le retrouver ce matin. Non, plus sérieusement. C'est la première fois, mais je note. Oui, sur le tard, comme disait Mitterrand, vaut mieux aller de la droite vers la gauche que l'inverse. Mais politiquement, le président de la République a tout intérêt à ce que la France gagne. Après, ça renvoie à deux choses. Est-ce qu'il y a un plaisir quasiment primaire, mais le plaisir primaire, parfois, c'est pas mal. Ça, c'est la première chose. Et est-ce que le sport est politique? Oui, le sport est politique. Et cette fadaise de Macron, qui en ligne de défense a trouvé un élément de langage posé par un stagiaire, ça ne tient pas la route une seconde. Il est d'une méchanceté, cet homme. Mais non, mais c'est vrai. Depuis les Jeux du cirque à Rome, où il y avait quelques morts, pardon de le dire, jusqu'à Berlin 36, où la propagande nazie avait utilisé ces jeux, tout le monde sait que le sport est politique. Évidemment. Tout est politique. Ce soir, les vraies voix seront au Salon des maires de France entre 17h et 20h. Et demain, c'est Jean-Jacques Bourdin, entre 10h30 et midi, qui sera au Salon des maires de France. Voilà. Donc ils viennent, vous nous disiez hors antenne, ils viennent à mes cours, ils viennent à Paris, aller à l'Élysée, recevoir un cendrier de l'Élysée. Moi, j'ai bien aimé le cendrier de l'Élysée. Voilà. Oui, bien sûr. Je l'ai dans ma vitrine. Voilà. Vous savez, j'ai vu les maires ruraux, on leur donne des bâtons. Il y a certains fournisseurs qui leur donnent des bâtons de marche. Et alors, bien sûr, comme il y a beaucoup de... Il faut faire attention quand même. Par les prestataires, n'est-ce pas, aux collectivités, il y a beaucoup de passion pour les élus ruraux. Ils pensent que plus on leur donne de vin et de charcuterie, plus ils achètent leurs trucs. Moi, j'ai une autre idée des élus. On peut les traiter mieux que ça. Voilà, je pense. Mais bon. On peut aussi aimer la charcuterie et le fromage et être content comme devant le foot. Régis. On peut faire les deux. Elle en veut au foot. Voilà. Non, mais c'est vous qui m'en voulez. Allez, on avance. On n'a pas fini notre tour de table. Régis, un coup de gueule. Rapide. Et puis, je suis pas plus en colère que ça. C'est ce pauvre Adrien Quatennens, la façon dont la NUP LFI essaye de s'en tirer. Il est actuellement en arrêt de travail, probablement. Donc, et alors hier, Madame Obono vient dire, il reviendra à l'Assemblée quand nous l'aurons collectivement décidé. Pardon, je croyais que c'était les électeurs qui décidaient. Et ça témoigne de la culture démocratique de ce mouvement qui est quand même assez exceptionnel. Et j'en reviens à ce que je propose depuis, mais personne ne m'écoute. Et c'est normal d'ailleurs. Si, nous religieusement. Voilà. Comme on regarde le foot. Je dis que le pauvre, que je plains effectivement, Adrien Quatennens, qui est pris par la tartufferie, rappelez-vous, son intervention disant faut aller dans les, déposer des mains courantes, etc. Ils avaient au programme la révocation pendant les mandats des élus. Qu'est-ce qu'il attend pour démissionner et se représenter? Oui, il sera élu haut la main. Je sais pas. Mais ça, ce serait un peu courageux, et je pense qu'il pourrait un peu peut-être redorer son blason politique. Je suis d'accord avec ça. Mais le statut, il est quoi? Vous qui avez été député, François Calfon, il est en arrêt maladie, on a un arrêt pour divorce. Internes. Vous savez qu'il y a des règles révolutionnaires au sein de la France insoumise. Tout ça, c'est l'arrêt maladie, ça n'existe pas. Et c'est des règles internes à la France insoumise. Oui, mais un jour décide d'une justice parallèle. Ah bah oui, il est payé. Là, il est payé par l'Assemblée. Ça, c'est de la com. Oui. Voilà. Après, moi, vous savez, je suis un garçon assez basique, surtout par les temps qui courent, où tout le monde merci. J'y vois bien la pointe de sympathie dans votre propos. Simplement, il y a une justice dans ce pays. Et si, pour les puissants comme pour les misérables, on pouvait se fier à la justice de notre pays, y compris avec une proportionnalité des sanctions. Parce que c'est pas pareil d'avoir un conflit, même violent, avec sa compagne. C'est la justice qui en jugera. Et puis d'être un assassin ou d'être un... Je suis tout à fait d'accord avec vous, voyez. Et je voudrais dire aussi que ces règles internes à un parti politique ne sont pas conformes à la Constitution
et aux règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Puisqu'un député est indépendant et il ne peut pas être soumis au diktat d'un parti politique. Il est indépendant, élu par les électeurs au suffrage direct. Et donc tout ça n'est pas constitutionnel. Rappelons au passage qu'il n'y avait pas de congé de maternité et que pour la présidente du parti Renaissance, elle est partie sans congé de maternité. Ah bon? Oui, ça n'existe pas. C'est une info. Oui, mais elle garde ses indemnités. Elle garde ses... C'est compliqué. Elle n'a pas droit à un congé de maternité. Précisons une chose, parce qu'il y a quelques personnes qui ont été élues autour de cette table. Et je sais que la professionnalisation du politique laisse croire que les indemnités d'élus, c'est un salaire, mais ça n'est pas un salaire. Non, c'est pas un salaire, on est encore... Alors, est-ce une fiction? Moi, je souhaiterais que ça n'en soit pas une. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une respiration de la société. Mais on est encore dans cette idée qu'il y a une indemnité, parce que ça vous prend du temps d'être élu, mais qu'on peut, par exemple... Alors, les commissions de déontologie maintenant l'interdisent, travailler en même temps. Et ce serait sain qu'il y ait un certain nombre d'élus qui travaillent en même temps qu'ils ont un mandat. C'est le lien à la société. Voilà. Moi, j'ai jamais cessé de travailler. Allez, petite pause, 9h26 sur Sud Radio. On va quand même essayer de parler de la violence qu'on évoquait avec cet agent du fisc qui a été assassiné. Je peux terminer ma phrase, Sophie? C'est moi la maîtresse. C'est moi la maîtresse. J'ai eu peur. Vous êtes débordante. Je donne le programme à suivre et j'aurais dit retour et nous n'avons pas entendu Sophie. À tout de suite. D'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Bon, ils se sont presque mis d'accord, pas tout à fait, mais je ne désespère pas d'ici la fin de l'émission que tout le monde se mette d'accord. Régis de Castelnau, François Calfon, Sophie de Menton, Yves Damécourt. C'est tellement ennuyeux que tout le monde soit d'accord. On n'est pas en Suisse, on est en France. Puis le casting est fait pour qu'on ne soit pas d'accord quand même. Un petit peu. Alors Sophie n'a pas eu son coup de cœur ou son coup de gueule. Coup de cœur. Alors je suis modérée sur mon coup de cœur. Mais après tout ce qu'on a entendu et le désespoir qu'on vit collectivement, à part quand on regarde un match de foot, je veux dire, c'est vrai que le rapport de l'OCDE qui vient de sortir, c'est pas grisant, je vous l'accorde Valérie, mais quand même il est publié en septembre 2022, il estime que la France va connaître une croissance de 0,5% en 2023. Bon, on adore. C'est quand même, d'accord. C'est le kiff. Oui, contre 2,6 en 2022. Oui et non, seuls 2 pays seront en récession, parce qu'on dit sans arrêt on est en récession. Bon, il y a 2 pays qui seront en récession, c'est la Russie, moins 4,5, et l'Allemagne, moins 0,7. Inflation qui va diminuer au long de l'année 2023. Il faut quand même un tout petit peu regarder les économistes qui ont souvent tort, d'accord, mais ce que je veux dire aussi, c'est que la façon d'appréhender l'économie et les drames que vivent et des entreprises et des gens qui sont au Resto du Cœur, etc., il ne faut pas non plus sombrer dans un pessimisme qui n'arrange rien. Il y a un constat qui est que l'électricité a augmenté, que l'épicerie a augmenté, que tout a augmenté. Donc, ça va aller mieux. C'était mon coup de cœur. Ça va aller mieux. Ça s'appelle une profession autorégulatrice avant Noël. Mais ça marche. Ça nous fait plaisir. Et je voulais vous dire également que la Grande-Bretagne, ça c'est des infos donc assez précises que j'ai. Ils sont en train de se demander s'ils vont revenir dans l'Europe. Et ça c'est très intéressant. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec François Calfon. Et oui, parce qu'ils sont catastrophés effectivement. Et revenir dans l'Europe. Moi je me demandais si l'Europe les accepterait comme ça d'ailleurs, parce que ça il faut se poser la question quand même. Et ils hésitent en ce moment entre revenir dans l'Europe et prendre un modèle suisse fédéral qui pour s'en sortir, parce que et dernier coup de cœur, c'est la Suisse, c'est incroyable. Oui, je suis désolée, la Suisse est un pays qui réussit. Mais c'est formidable. Oui, est-ce qu'on peut comparer? Justement, parce qu'ils ne sont pas dans le lieu. Peu importe, il y a un pays dont les gens sont heureux, il y a un pouvoir d'achat incroyable, d'ailleurs le coût de la vie est terrible. Il y a quand même, quand quelque chose marche, on ne peut pas les casser. On peut comparer. Je ne compare pas, je dis que la Suisse est le pays dans le monde qui marche bien. Bon, pour énergiser tout le monde, moi je veux bien par sympathie adhérer au coup de cœur de Sophie de Menton. Maintenant, on venait juste avant de parler, et c'est bien qu'il y ait des liens entre les deux conversations sur l'hyperinflation qui touche les entreprises. Voilà, les sur l'électricité, c'est pas l'hyperinflation non plus. Enfin, c'est un impact lourd sur l'ensemble. Oui, mais on ne va pas mourir. Tout le monde va mourir un jour. Tout le monde va mourir un jour. Non, je parle des entreprises. Voilà. Quelques-unes. Moi, je pense que beaucoup vont mourir. Notamment il y a des solutions. Sophie, quand vous passez, quand votre facture d'électricité triple, c'est pas à moi qu'il faut le dire. Donc voilà. Mais le gouvernement peut réagir. Il y a quand même une deuxième chose dans ce que vous avez dit, parce qu'en fait, il y a 8 coups de cœur à la fois, ou je ne sais pas trop, et dont un qui me paraît tout à fait intéressant. Je reviens à la Grande-Bretagne quand même. Je me souviens d'un certain nombre de forces politiques qui ont toujours raison parce qu'elles n'ont pas exercé
exercer le pouvoir, n'est-ce pas, qui nous disait à quel point c'était formidable le Brexit, et qui parlait même de Frexit, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas besoin d'être dans l'euro. Donc j'aimerais bien, qui nous expliquait que la Russie c'était formidable. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un droit de suite à un moment donné sur la politique. Donc c'est très bien d'être blanc comme neige et de n'avoir jamais exercé le pouvoir. C'est bien d'éviter de dire des grosses bêtises, voire des conneries. Donc j'aimerais que nous interrogions ceux qui disaient à quel point l'Europe libre c'était comme la Grande-Bretagne, le Brexit, parce que ils nous disaient que la croissance serait là, et ils nous disaient qu'il n'y aurait pas d'immigration. Et finalement il n'y a pas de croissance et il y a de l'immigration. Et en plus ces gens-là nous demandent toujours, ça peut être un coup de gueule, de faire la police de leurs frontières à leur place à Calais. On va attaquer nos sujets du jour. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'était pas mal quand même. Juste vous signaler quand même, un septuagénaire est mort jeudi sur un brancard à l'hôpital de Saint-Malo. Son corps a été découvert 3 heures après son admission à minuit. Et puis il y a 3 semaines, les salariés de cet hôpital avaient émis une alerte pour grave danger et en raison du manque de personnel. Donc ça continue. Le ministre de la Santé qui était dimanche au grand jury LCI Le Figaro parlait disait que tout allait aller mieux, etc. Ça c'est comme Véran, il a pris la suite de son illustre collègue Véran. Quand Véran vous dit qu'il n'y a pas de pénurie, il faut aller acheter du sucre. Il refuse le mot de tri dans les hôpitaux et pourtant il y a un tri qui est fait. C'est un mot qu'il n'aime pas, mais le tri existe bel et bien. Donc ça ne fonctionne pas. Peut-être, j'ai interrogé. Le tri, qui dit que le tri, quelles sont les statistiques? Les médecins, le constat. Moi, j'entends pas ça non plus. Lisez Paris Match la semaine dernière. Il paraît qu'il y a toujours eu une forme de tri. Il y a une forme de tri, sauf qu'aujourd'hui, vous avez des enfants, en l'occurrence, lisez le dossier de Paris Match sur la pédiatrie, ce sont des chefs de service qui prennent la parole non officiellement, c'est-à-dire non masqué, et qui raconte l'histoire, par exemple, de ce petit garçon à qui devait être opéré un matin. Le médecin arrive et lui dit on ne peut pas pouvoir t'opérer, c'est reporté de 3 mois. Donc il y a bel et bien, il y a un choix qui est fait. Ça a peut-être toujours existé, sauf que la proportion est de plus en plus importante. Et quand on en arrive à la pédiatrie qui est dans cet état-là, c'est que ça va très très mal quand même. Alors ensuite, peut-être que je vais vous mettre d'accord toutes les deux sur le tri. Attendez, j'essaie de vous mettre d'accord. Parler, François Foucault. Je n'ai pas de problème à prendre la parole, mais simplement aux urgences. Ça va. Non, mais aux urgences, la réalité, elle est qu'il y a un tri assumé, c'est bien normal. Bon, la question, c'est que quand vous avez des services entiers d'infirmières, d'aides-soignantes le tri acceptable n'est plus accepté et n'est plus acceptable. C'est-à-dire quand vous avez des attentes aux urgences de 6 heures, 8 heures, pardon, mais ça devrait plus s'appeler urgence, ça devrait s'appeler lenteur. Oui, d'accord, mais ça a un impact réel. Et je vous le dis parce que j'ai beaucoup de gens qui sont professionnels de santé dans mon entourage proche. Je vous déconseille fortement dans les périodes de vacances, c'est-à-dire d'avoir une urgence vitale parce que c'est ça le vrai tri. Parce que votre espérance de survie n'est pas la même suivant que vous soyez en été, dans les périodes de vacances ou dans une période normale. Tous les patients vous diront cela. Et c'est là où nous en sommes. Et je crois que maintenant, malheureusement, l'idée que nous aurions le meilleur service de santé du monde est totalement faux. Et qu'il y a urgence non pas à mettre des rustines, mais à changer totalement la gestion de l'hôpital. Alors on en parlait avant. Il est temps de redonner le pouvoir aux soignants. Il est temps de supprimer la suradministration à l'hôpital. Mais n'importe quelle infirmière ou aide-soignante ou interne va passer plus de temps à renseigner les pathologies sur un ordinateur qu'à soigner. Tout ça, soi-disant, au nom du risque zéro. Et à l'arrivée, ils ne sont plus devant les patients. Je vous lis juste, un enfant avec une tumeur cérébrale dont l'intervention est reportée, c'est pas du tri. Un bébé non hospitalisé alors qu'il le devrait pour une bronchiolite, faute de place, c'est pas du tri. Bah si, je sais pas comment on peut appeler ça. Tout ça est aberrant. C'est-à-dire que moi, je pense que la planification est désormais à laisser la place au tri, oui, incontestablement. Et tout à l'heure, je parlais de la justice. Les grands services publics de ce pays, l'éducation nationale, je mets de côté la sécurité des citoyens, qui est catastrophique. L'éducation nationale,
la santé, les transports, on voit ce qui se passe en Île-de-France, sont en déshérence. Et venir le dire, Yves... je veux dire, c'est la moindre des choses de constater l'affaissement de l'État-providence français. Je suis désolé. Public, en fait, la vérité, c'est que tous les gouvernements successifs ont une responsabilité dans cette situation. Moi, je me souviens avoir manifesté avec mon épouse enceinte à l'Aréole, en Gironde, contre la fermeture de l'hôpital. À l'époque, c'était Bernard Kouchner qui était président. Ensuite, on a enlevé aux médecins de ville leur service d'urgence pour dire aux gens, allez dans les services d'urgence des hôpitaux. Donc on a enlevé les services d'urgence qui étaient assurés par les médecins de ville et les médecins de campagne. On a supprimé les hôpitaux de proximité. On a concentré tout ça dans les hôpitaux des métropoles. Et aujourd'hui, il y a un goulot d'étranglement. Et en fait, l'orientation qui était faite par les hôpitaux de proximité, par les maisons de santé, etc., n'existe plus. Enfin, moi, je me souviens d'un accident à Sauveterre de Guyenne où les pompiers sont appelés. On a 2 médecins qui sont capitaines des pompiers à Sauveterre de Guyenne. Au lieu de les faire venir sur le site, on appelle le SMUR de Bordeaux. Donc avec 2 médecins, 2 infirmières qui arrivent en ambulance pour venir voir la personne. Enfin, tout ça est aberrant, c'est aberrant. Il faut remettre du bon sens dans tout ça. Alors, je partage totalement ce qui a été dit et c'est effroyable. Et je voudrais aussi préciser quelque chose, c'est que on passe sa vie à dire l'éducation nationale, c'est pas une entreprise, l'hôpital, c'est pas une entreprise, etc. C'est vrai. C'est archi vrai. Sauf que les méthodes dans une entreprise, je parle uniquement du management des gens, je parle uniquement de l'organisation. Il faut un hôpital jamais, d'ailleurs les cliniques privées marchent beaucoup mieux, les écoles privées. Non mais je finis. Je pense que pour réformer, parce qu'on est là, le seul problème qu'on veut, c'est réformer. Pour réformer, y compris les services administratifs d'un hôpital, il faut un regard, je dirais, de chef d'entreprise. Il faut jamais une entreprise n'accepterait. Non mais je finis une seconde. Non, mais ça, c'est un discours général. Voilà. Non, c'est pas un discours général. Dans le particulier, dans le particulier, dans un hôpital, j'ai vu quelqu'un qui sortait, qui rentrait 1 heure après de l'hôpital. On lui sort de l'hôpital, 1 heure après, on le fait rentrer. On l'a fait passer une demi-journée à refaire le même dossier. Sa chambre était même pas reprise. Il y a des gens qui savent réformer. Juste donner un exemple. Prenez le service public de l'audiovisuel. Vous avez à Radio France. Ça, c'est pas pareil. Oui. Si, c'est pareil. Pourquoi TF1 et M6 sont gérés? Pourquoi France Télévisions accepte de faire 44 ans de CDD? Vous avez entendu 44 ans de CDD. Je ne sais pas répondre sur 10 sujets à la fois. Mais c'est pareil. Non, je vais répondre sur l'hôpital. Sur l'hôpital, la catastrophe de l'hôpital, tous les gens vous le diront. Je suis d'accord. C'est quand on a introduit ce truc inique de la tarification à l'activité. Vous savez ce que ça donne, la tarification à l'activité? Ça donne que tous les hommes ont des problèmes de prostate à partir de 50 ans. Enfin, c'est normal. Parfois même, ils ont des cancers très très lents. Et qu'est-ce qu'on fait? L'hôpital investit dans un appareil, un robot pour opérer, on supprime, on fait des prostatectomies pour avoir du chiffre. Et il y a eu la politique du chiffre à l'hôpital. Et au global, non mais c'est une réalité, personne ne vous dira le contraire. Mais parce que c'est mal géré. Et le résultat, mais on a dit, on va importer les méthodes du privé à l'hôpital et ça va mieux fonctionner. La deuxième chose, et là c'est un coup de gueule énorme, si on ne trouve plus de médecins, je veux dire, des hôpitaux entiers sont gérés par des personnels venus de l'étranger. C'est parce que des technocrates, on parlait d'ENA tout à l'heure, on dit, on constate, c'était une règle de 3 pour des enfants, on constate que quand la démographie médicale est importante, il y a plus d'actes, donc ça coûte plus cher à la sécurité sociale. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu des numerus clausus partout. Et on se retrouve 20 ans plus tard, sans personnel soignant, en étant obligé d'engraisser des boîtes d'intérim qui font travailler des infirmières pour 5 ou 6 fois plus cher, et d'importer massivement des personnels. Alors, ils sont compétents, l'Union européenne, ils sont compétents. Mais enfin, ça n'a aucune logique, aucun sens. Voilà, après on pourra parler du service public. Alors comment on s'y prend ? Non mais moi là quand j'entends ça, on dessert le numéros clausus. Seulement ça va prendre 10 ans, 15 ans. Mais c'est une connerie, c'est comme le nucléaire, il y a une inertie forte. 15 ans avec des jeunes médecins qui n'ont pas forcément envie de travailler. Deuxième chose, je vais vous donner une solution pratique. Dans ce pays, c'est un pays de caste, d'essence aristocratique. Ah oui, on se pince le nez pour faire des aides-soignantes, des infirmières. Mais il y a des tas d'aides-soignantes qui n'ont aucune progression de carrière. On a un besoin criant d'infirmières. Eh bien, desserrons les pratiques, faisons en sorte qu'il y ait des validation d'acquis d'expérience sur la pratique professionnelle dans les hôpitaux. Tout à fait d'accord. Et nous réglerons... Et dans tous les métiers.
de manière pragmatique, c'est des mots que vous aimez bien, de manière, collective et intelligente, le problème. Je dirais même qu'il y a des infirmières qui peuvent devenir médecins généralistes avec des passerelles, etc. Aujourd'hui, puisqu'on parlait des rapports de l'OCDE et qu'on parlait de la surbureaucratisation de l'hôpital et de l'administration générale, l'OCDE a fait un rapport pendant le Covid et comparé l'Allemagne et la France sur le taux de bureaucratie dans les deux systèmes. Il y a 25% des emplois des hôpitaux allemands qui sont administratifs et 33% en France. En fait, depuis 20 ans, en France, on a fermé des lits pour ouvrir des bureaux. Parce qu'on a des bureaux de contrôle et donc on arrive à un système où finalement on a beaucoup de bureaux, pas assez de lits et on peut plus soigner et on a des gens qui contrôlent les gens qui bossent. Enfin, et puis il y a le contraire, il y a des lits, des salles entières disponibles à l'hôpital et des lits libres, mais on peut pas, il n'y a plus personne parce qu'il n'y a pas de personnel. Vous savez, par exemple, moi je citerai pas le nom de cet hôpital. Au moment du Covid, la direction de la communication, quand vous avez une direction de la communication, il faut bien la remplir. Alors ils ont offert à chaque personnel un livre sur « Vous avez été formidable », un livre comme ça. C'est terrible. 120 photos. Ils ont récemment fait en sorte et fait des formations pour le personnel, le community manager de l'hôpital, pour que chacun puisse intervenir pour la réputation de l'hôpital sur les réseaux sociaux. Alors que derrière, le même hôpital, vous avez 8 heures d'attente aux urgences. Ils ont créé un institut qui devait se nommer d'une certaine manière, avec des logos, et puis ils ont changé d'avis, donc ils ont changé le logo. Et puis tout le système informatique à Pompidou qui a été mal installé. Enfin bref, on pourrait épiloguer longtemps. Est-ce qu'on peut arrêter de désespérer nos auditeurs? Non, mais revenons aux soignants, aux soins. Sophie. Attendez, oui, alors j'ai vu que comment dire, c'est Pierre, hein, votre prénom, monsieur. François. C'est pas moi. François Calfon, allez-y. François se plaint du système aristocratique français, mais je pense que c'est parce qu'autour de la table, il y a 3 personnes à particules, donc ils doivent mal le vivre ce matin. De Menton, de Castelnau, d'Amécourt. Ah ouais. Ah bah pardon, non mais c'est une matinée particulière. Non mais on est guillotiné, après tout. Désolé. Bon, vous êtes bien résilient, Je vais vous offrir une peluche frigide, comment elle s'appelle? Frigide, non, mais frigide, oui. Mais frigide, le bonnet phrygien, frigide. Une incitation à la révolution. Alors, pardon, Régis, terminé. Oui. Non, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, la description du service public de la santé, qui est malade, c'est sûr. Je veux dire, on peut finir de gâcher la matinée, Sophie, en parlant des autres services publics. Bien sûr. Oui. Alors, le service public de l'éducation, le mammouth, c'est une horreur, mais on est sauvé, puisque le nouveau ministre de l'éducation est venu nous dire que la mission principale... Il y a Bercy qui marche bien. Justement, la mission principale de l'éducation nationale, c'était l'éducation sexuelle. Bravo, merci. Oui. Mais je peux vous gâcher la journée, allez-y, 3 jours, avec la justice. C'est une catastrophe totale. Véritablement, je veux dire, c'est un déni de justice, c'est-à-dire que cet appareil n'est plus capable de fonctionner, de rendre la justice, de protéger les citoyens, et tout est comme ça. Donc ces grands services publics, moi, je vois le problème politique. Je vois le problème politique. Alors ce que je voulais dire aussi... Tout à l'heure, Sophie, concernant le diagnostic sur l'OCDE, etc., faudrait peut-être pas oublier que la France est un pays terriblement endetté. C'est vrai, le plus endetté de tous. Quand on nous dit un tel à ceci, un tel à cela, si la Russie va avoir une récession de 4,5%, c'est la pub. Ils sont pas endettés. C'est la pub. On doit vivre quelque chose de gai. Voilà. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Vous allez me faire un cadeau. Bon, il nous reste assez peu de temps, mais je voulais qu'on revienne quand même sur ce qui s'est passé, cet inspecteur des finances qui a été assassiné lors d'un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais, le meurtrier qui s'est suicidé par la suite. Il avait séquestré une autre agent du fisc, et c'est vrai que la parole s'est un peu libérée avec d'autres agents qui ont raconté ce qu'ils vivent au quotidien et cette violence dont on a déjà parlé ici, dont on a parlé déjà hier aussi, les caissières qui racontent aujourd'hui comment elles se font engueuler dans les supermarchés parce que les prix ont augmenté et qu'elles sont le seul réceptacle. Cette violence inouïe à laquelle on assiste. Alors est-ce que
on découvre la Lune. Non, il y a une montée, François Calfon, de la violence. Il y a une montée générale de la violence. Et ensuite, depuis des années, il y a une montée de la violence envers un certain nombre de gens qui sont désocialisés, il n'y a pas d'autre mot, vers tous les gens qui représentent de près ou de loin l'autorité de l'État. Ça, c'est le point. Donc il faut un arsenal répressif très important. Mais laissons place un instant à l'analyse. Après les Gilets jaunes, il y a une forme de jacquerie rampante qui n'a rien à voir avec les revendications sociales, qui est finalement un déversoir. Le contact avec l'agent du service public est un déversoir à une colère, à une véritable coupure. Alors certains appellent ça la France archipélisée, là c'est dans le Pas-de-Calais, on l'appelle comme on veut. Je signale au passage que beaucoup de syndicats de Pôle emploi ont dit qu'ils étaient déjà l'objet d'agressions physiques. C'est ça a libéré une certaine forme de parole. On parle d'alerte, peut-être que demain, et qu'ils craignent finalement les conséquences de la réforme de l'indemnisation du chômage. Bien sûr. Parce que quoi qu'on en pense, ils seront de nouveau les agents en première ligne à expliquer que l'indemnisation s'arrête. Mais Régis Castelnau, est-ce que durcir la loi, ça changerait quelque chose, mettre une sorte de peine exemplaire pour toute atteinte, ça existe rien déjà. Du tout. Rien du tout. C'est pas une violence, c'est une tension dans la société. Et surtout, on fait l'impasse sur une violence, et la violence. Oui, non, mais sur une violence qui est celle d'un système qui est extrêmement violent. La précarité, vivre en dessous du seuil de pauvreté, c'est effectivement une violence. Alors, elle va s'exprimer en réponse. L'histoire du contrôle fiscal, moi j'ai un peu regardé cette affaire, c'est un brocanteur, c'est quelqu'un qui était divorcé, séparé de ses enfants qu'il adorait, j'ai lu ça, j'en sais rien, c'était sur le journal, et effectivement, qui a vécu le contrôle fiscal, et j'imagine que le brocanteur devait faire beaucoup d'espèces, etc., qui a vécu le contrôle fiscal comme une violence. Et j'entends la réflexion d'Attal, le ministre, qui dit c'est la figure de la République. Si la figure de la République se résume non, c'est normal, il faut payer ses impôts, oui, c'est tout à fait logique. Enfin, c'est pas la figure de la République non plus. Et puis, bon, et les contrôles, quand c'est nécessaire pour certaines professions, moi j'en ai eu un assez, je m'en suis tiré avec la jolie petite pastille verte sur le dossier, j'étais très content, parce que j'avais été assez rigoureux. Toujours est-il que, si vous voulez, je crois que la République ne doit pas se réduire à ça. Aujourd'hui, pour les gens, effectivement, ils ont l'impression que tout va mal pour eux, un certain nombre de leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, ou la réalité, et que la seule expression de la République, c'est justement le contrôle, la répression, etc. Rappelez-vous, les Gilets jaunes, c'était peut-être une jacquerie, mais dans un premier temps, il y a eu une violence et une répression considérable. Ça a servi à quoi, Et deuxièmement, le Covid, rappelez-vous le premier confinement, justifié ou pas, moi j'étais partisan et je suis vacciné. Le problème, c'est que on a eu plus d'1 million d'amendes, rappelez-vous, que vous sortiez sans cocher la bonne case, etc. Donc la vision aujourd'hui de la République, des pouvoirs publics, de l'État, c'est une vision répressive. C'est vrai, Régis, mais il faut aussi revenir quand même à des fondamentaux, la responsabilité individuelle, l'éducation. Oui, pardonnez-moi, non mais c'est invraisemblable, la grossièreté, même à l'école, il n'y a plus aucune éducation de tenue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Français qui reviennent à l'école privée aussi. Mais on part un peu loin. Non, mais on part pas loin. La violence, c'est le résultat quand même d'un manque de contrôle, d'éducation, de mômes qui sont. Il y avait des articles très intéressants ce matin, dès 2 ans devant des écrans en permanence, qui ont un retard de langage, qui sont exposés à la violence. La violence, elle est maintenant, elle fait partie de l'éducation là-dedans. Et donc il faut arrêter cette violence, quel que soit le sujet. Il faut arrêter. Il faut reprendre les fondamentaux. Elle est en marche, elle est là. Xavier, un auditeur, me dit les précaires ne paient pas d'impôts, donc c'est plutôt la petite classe moyenne qui souffre et se révolte souterrainement, car elle n'a le droit à rien sauf à payer des impôts. Alors, évidemment, il ne s'agirait aucunement de justifier cette violence, mais il est vrai aussi, si on analyse ce qui se passe, c'est qu'il est perçu que l'État est totalement défaillant. D'ailleurs, on l'a dit
autour de cette table, dans ses missions fondamentales, régaliennes, et qu'à un moment donné, c'est même plus de la violence, c'est de la rage qui s'exprime socialement ou même individuellement, ce qui est le cas qu'on a connu. Et je pense qu'il faut rétablir, pardon, mais la dignité de l'État et le fait qu'il fasse, pour parler un peu comme Sophie de Menton, qu'il fasse son job. Alors, le job de l'État, quand vous payez l'impôt, c'est le retour quelque part. Ça rejoint notre conversation de tout à l'heure. Ça veut dire que là, on s'est tous mis d'accord sur cette position. Voilà. Non, mais important. Et le problème, c'est que nous avons un média qui est d'ailleurs Sud Radio, je les remercie, mais qui est la parole, qui sont nos milieux. On peut parler à des gens qui décident. Quand vous êtes coupé de la décision, c'est-à-dire qu'il y a une coupure verticale, alors c'est là, et qu'il y a un sentiment de plafond de verre absolu, de relégation absolue. Il y a de la rage et de la colère. C'est la rage qui l'emporte. Yves Damécourt. Moi, je voudrais dire que la violence, elle est partout. Vous voyez, en introduction, je parlais de cette augmentation des prix d'EDF. Il n'y a pas de numéro de téléphone sur cette lettre. Comment est-ce que je fais pour m'adresser à quelqu'un d'EDF pour trouver des solutions? Je vais sur le site d'EDF, je rentre mon numéro professionnel, je mets un message et c'est un robot qui me répond à côté de la plaque. Et donc là, il y a de la violence. En 2018, notre administration de tutelle dans la viticulture, c'est les douanes. Déjà, c'est assez violent. Un matin, 3 voitures dans la cour. J'en parle à ma secrétaire, je dis on a un rendez-vous, elle me dit non, on n'a pas de rendez-vous. Sortent des inspecteurs, ils étaient 12 avec des brassards douane et on n'était pas prévenus. Ils rentrent dans les bureaux, ils vident les poubelles, ils prennent tout ce qu'il y a sur les bureaux, ils prennent les brouillons, etc. Ils sont restés de 9h à 19h, puis après ça ils sont repartis, puis ensuite ils ont organisé des rendez-vous professionnels. Ça a duré 6 mois l'histoire. Au même moment, à la une de Sud-Ouest, il y avait marqué 4500 hectolitres de rosé d'Espagne étiquetés frauduleusement en appellation Bordeaux. Moi je leur dis en rigolant, je comprends pourquoi les vins passent la frontière espagnole, les douaniers sont chez moi. Voilà. Et tout ça, c'est très violent dans la façon d'aborder les sujets. Oui, alors au final, au bout de 6 mois, on s'en sort, on signe un protocole, etc. Enfin, voilà. Récemment, la semaine dernière, la police de l'eau, les flingues à la ceinture, viennent et disent voilà, on est en train de faire une inspection générale, on voudrait examiner vos installations de purification de l'eau. Je dis pas de problème, on vous emmène, on leur montre la station d'épuration, etc. Ils disent bon, pas de problème, on repart. Enfin, tout ça, c'est la suspicion. Donc après ça, la violence, elle est pas justifiée, mais tout ça est... C'est fini pour aujourd'hui. Et là, c'était passionnant. Merci. On s'est quand même un petit peu mis d'accord. Merci à vous. Dans un instant, Dominique Farrugia sera avec nous pour parler d'un formidable thriller qui sera diffusé ce soir sur M6. À tout de suite. Sud Radio.